Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on va discuter ensemble. Alors, on va discuter ensemble. Moi, je vais faire un monologue, mais je compte sur vous pour mettre des commentaires sous cette vidéo, pour réagir, apporter votre avis. Mais on va discuter ensemble sur les distributions Linux pour quelqu'un qui souhaite passer de Windows à Linux. Et finalement, en fait, cette vidéo, je vous la fais parce que Linux Mint, c'est bien, mais sur le long terme, il y a des choses qui me dérangent sur la distribution et j'ai envie en fait d'en faire part avec vous là-dessus et de ma réflexion sur le sujet. Alors, on va aller dans un premier temps sur la chaîne YouTube et j'ai parlé récemment pas mal de Linux Mint. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Top 5 des distributions Linux en 2020 et j'avais classé Linux Mint en première position, suivi de Fedora, puis il y avait Manjaro, puis Ubuntu, puis Debian. Bon, très bien. Cependant, c'est que sur le long terme, moi vous savez, j'aime bien voir ce qui va se passer, pas au bout de mon nez là dans les 2 prochains mois, mais vraiment j'aime bien les utilisations sur le long terme et voir un peu comment tout ça se comporte. Et d'ailleurs, vous aurez bientôt une vidéo sur une distribution que je teste depuis très très longtemps et j'en ferai un retour, plus d'1 an, et la vidéo va arriver enfin. Donc ça, j'aime bien le faire. Vous voyez, la Linux Mint ici, où je fais les vidéos, c'est toujours la même parce que je trouve ça plus intéressant de voir comment se comporte une distribution sur le long terme. On voit vraiment tous les avantages et les inconvénients que ça peut avoir par rapport à, oui, bon, je vais installer une Mint 19.3 toute neuve et puis je vais tester la mise à niveau. Bah ouais, bah ça va marcher parce que le système, il est tout neuf. Là, ce qui est bien, c'est d'avoir ces retours avec des machines chargées, des machines qui ont été bidouillées, qui ont été utilisées depuis plus longtemps. Et donc, bon, il y a des choses qui font que dans Linux Mint, ça me plaît moyen. Alors, premièrement, la dernière vidéo que j'ai faite ici, là, sur Linux Mint, qui concernait le moteur de recherche Google, comment le remettre par défaut. Alors ça, c'est vrai que ça pose problème dans Linux Mint parce que, bon, Linux Mint a besoin d'argent et donc ils passent un partenariat avec Yahoo, ils mettent Yahoo comme moteur de recherche par défaut. Bon, c'est une chose, mettre Google c'est compliqué, on a un peu des bâtons dans les roues, mais c'est pas impossible et ça, bon, c'est un comportement au final qui est pas terrible, mais on le fait qu'une fois. Ça veut dire que quelqu'un qu'on va mettre sous Linux Mint, là je prends par exemple le petit PC de mes parents que j'ai mis sur Linux Mint. Bon bah voilà, j'ai mis Google, c'est bon, ça m'a pris 2 minutes, et c'est fait une fois pour toutes. Et dans 5 ans, quand on va continuer à utiliser Linux Mint sur cette machine, eh bien Google sera toujours là. Je veux dire, on n'est pas embêté. C'est comme pour Fedora. Quand il faut installer les dépôts RPM Fusion, quand il faut installer éventuellement le pilote NVIDIA et les codecs, bon, ça peut paraître un peu lourd, mais on ne le fait qu'une fois. Et 5 ans plus tard, quand la distribution est encore en fonctionnement, bah, on n'y a pas retouché à ces dépôts RPM Fusion. Hein. C'est comme moi sur mon système Calculate, hein, j'ai installé mes applis, j'ai installé mes trucs, ça prend du temps. Et puis maintenant, bah, toutes les applis, je les ai installées en 2012. Quand je suis passé sur le PC fixe, hop, j'ai copié la liste des applications, j'ai réinstallé, ça s'est fait en un claquement de doigts. Donc voilà, c'est des opérations qu'on fait qu'une seule fois dans l'installation de son système, sauf si on s'amuse à réinstaller son système tous les 4 matins ou changer de distribution. Mais moi, le but, c'est de pouvoir installer des choses qui fonctionnent bien dans le temps et qui sont faciles à utiliser. Et là, Linux Mint me pose quand même des problèmes, notamment suite à la vidéo que je vous ai faite ici sur la mise à niveau de Linux Mint 19.3 vers 20. Donc c'est toute une procédure à faire en ligne de commande. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et même si là il y a le petit outil Mint Report qui maintenant s'active et qui dit hey, Linux Mint 20 est dispo, vous pouvez faire la mise à jour, eh bien on retombe sur ce guide. On retombe en cliquant sur le bouton, hein, c'est pas une mise à jour en graphique, mais on retombe sur ce guide qui est sur le site de Linux Mint, enfin qui a été déplacé ici, donc on tombe là-dessus. Et nous, dans notre association, on a installé des Linux Mint
ça dépend des versions, hein, mais des 19, voire même des 18, et même des 17. Hein. Je vous ai fait déjà une vidéo pour vous expliquer le problème d'une utilisatrice qui était encore sur Mint 17.2 l'année dernière, hein, qui n'avait pas fait ses mises à jour. Et donc, ici, moi, les utilisateurs, ils vont avoir la petite alerte. Déjà, s'ils la voient, c'est super bien. Ils vont se dire, bah tiens, il y a une nouvelle version de Linux Mint. Oh, super, je peux cliquer sur le bouton. Et ils vont arriver là-dessus. Eh bien, je pense juste personnellement à Aline, hein, qui est une femme d'une soixantaine d'années, dont sa profession est médecin. Je ne sais pas si elle va me voir là, mais c'est vrai que j'ai dû lui installer une Linux Mint 18. Quelque chose à l'époque, et toutes les mises à jour de Linux Mint, on les a faites ensemble dans le cadre des réunions sur notre association, et à chaque fois on a fait ça ensemble, on a mis à jour, donc soit en graphique, hein, parce qu'en graphique, par exemple, la Linux Mint 19.1 et 19.2, on pouvait le faire en graphique. Là, passer en Linux Mint 20, ça va être compliqué. Mais j'imagine même pas la tête d'Aline qui va cliquer sur le bouton, puis qui va voir ça, elle va se dire, pouf, déjà c'est en anglais, il faut se taper de l'anglais. Et puis se dire, voilà, attends, c'est quoi toutes ces commandes là, il faut installer, Timeshift c'est quoi, j'ai jamais utilisé, comment ça marche, ouais, alors attends, là c'est quoi, ok, bon, faut installer ça en ligne de commande, et c'est compliqué ça. Tout le monde n'est pas informaticien, tout le monde n'est pas passionné par l'informatique pour utiliser un système Linux. Et ça, c'est bien dommage qu'on n'ait pas la possibilité de faire une mise à niveau en graphique sur Linux Mint pour passer en Linux Mint 20. Alors vous allez me dire peut-être, oui, Linux Mint 19.3 vers 20, on change de base Ubuntu, c'est des gros changements, donc bon, faire en ligne de commande, ça me choque pas. Ubuntu, mise à niveau, ok. On va aller dans les images, et là, qu'est-ce qu'on va voir? Oh, des interfaces graphiques pour mettre à jour Ubuntu, super. Donc vous voyez, quand on est sur une Ubuntu 16.04, que la 18.04 est sortie, bah, vous avez le gestionnaire de mise à jour graphique, vous savez, qui vous arrive à la figure, donc vous êtes obligé de faire les mises à jour, ça c'est pas mal quand même, c'est quand même un peu plus alertant que le petit applet en bas de Linux Mint. Et bien là, hop, le truc qui vous arrive, il vous dit, oh ouais, super, les logiciels sont à jour, mais cependant, il y a une nouvelle version de Ubuntu qui est disponible. Et vous cliquez sur le bouton mise à niveau, et ça se fait, regardez, ça se fait en ligne en graphique, directement comme ça. Bravo, ça c'est bien. Et pourquoi c'est pas possible dans Linux Mint? Moi je me pose la question. Là, franchement, cette mise à niveau de Linux Mint, pour moi, c'est... alors certes, ça marche, hein, on l'a vu ensemble, que ça marche, que ma machine dans laquelle j'ai fait le test, elle était très surchargée, il y avait beaucoup de logiciels, beaucoup de choses installées, de personnalisation. Ça marche, mais c'est pas facile, c'est pas abordable. Et je reprendrai toujours cette anecdote, mais quand j'utilise ma voiture, je ne fais pas ma vidange. Je veux utiliser ma voiture pour aller d'un point A à un point B, d'aller faire mes courses, de partir en vacances, de partir en balade au fin fond de la nature, mais je n'utilise pas ma voiture et je ne fais pas sa maintenance. Donc un utilisateur qui utilise son ordinateur, il n'a pas forcément à faire la maintenance de son système, et je ne suis pas d'accord quand les gens qui disent parfois sur certains canaux Telegram ou dans certaines vidéos qui disent oui, mais si vous voulez utiliser Linux, il faut apprendre à utiliser et voir comment fonctionne votre système. Non, j'utilise une voiture, je fais pas la vidange, je change pas les plaquettes de frein, je ne change pas les filtres à air, les filtres de particules, je ne la fais que la laver, la voiture, et conduire avec, point. Donc, quelqu'un qui utilise son ordinateur, son Linux Mint par exemple, eh bien, il l'utilise, voilà, grâce à lui, il y a les applications, il peut utiliser son ordinateur, il installe des applications, comme vous pourriez installer un pare-soleil dans votre voiture par exemple, mais moi je fais pas la vidange, donc je vois pas pourquoi le système serait compliqué à aller bidouiller. Moi j'ai pas envie de savoir comment fonctionne mon moteur de voiture, comment fonctionne les essuie-glaces, non, je m'en fiche moi. Donc les utilisateurs qui utilisent leur ordinateur, ils veulent que ça marche. Bon, et là, pour le coup, Linux Mint, pas très bien, hein, pas très cool ça, parce que, bon, c'est pas facile. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait
qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme alternative à Linux Mint? Parce que il n'y a pas que ça en fait qui est un peu problématique. Dans le guide ici, vous voyez, si je fais une petite recherche et que je tape Chromium ici, donc là on a un onglet Chromium, mais dans la procédure de mise à niveau, il est mentionné nulle part le mot Chromium. Hein. Là il y a un petit Chromium, ok. Qui nous explique que Chromium voilà, n'existe plus dans Linux Mint et qu'on peut passer par un PPA non officiel, qu'on peut passer par ça, qu'on peut faire ça, qu'on peut faire ça. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai montré plus ou moins dans une vidéo. Du coup, on a vraiment le truc. Et puis, vous avez les alternatives. D'ailleurs, ce serait sympa qu'ils mettent Vivaldi comme les alternatives. D'ailleurs, je vais m'empresser de le signaler chez Linux Mint. Mais vous voyez ici, on n'a pas de mot Chromium ici dans ce truc. Et donc quand on va faire la mise à niveau, si on utilise Chromium, eh bien je vous rappelle que Chromium est un paquet vide dans Linux Mint. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous utilisiez Chromium, vous passez en Mint 20, votre navigateur préféré disparaît et vous ne pouvez même pas sauvegarder vos favoris en lançant Chromium et en essayant de faire une sauvegarde puisque vous n'avez plus Chromium. Et donc ça, c'est pas très cool. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent Chromium hein, dans le cadre de Linux Mint, mais bon voilà, c'est pas très cool et on a un logiciel qui disparaît. Alors certes, je suis d'accord pour bloquer éventuellement les snaps parce que c'est moins performant qu'un paquet traditionnel qui vient du dépôt, mais là pour le coup, on a une fonctionnalité qui est cassée, qui disparaît et où personne n'est mis au courant lors de la mise à niveau, quoi. Donc là, c'est problématique. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait que ça ne peut pas le faire, quoi. Alors, bon, il y a ça. On a parlé de Google, moteur de recherche. Bon, après, même si moi, à titre perso, j'utilise DuckDuckGo, pas pour des raisons de vie privée ou autre, hein, c'est juste que DuckDuckGo, c'est génial. Hein, c'est génial. J'adore ce moteur de recherche. Vous voyez, vous tapez Linux Tricks, vous avez tout comme sur Google, hein, tous, images, vidéos, actualités, etc. Cartes. Et surtout, vous avez les bangs. Hein. Par exemple, je sais pas, moi, je cherche, j'ai envie de savoir où est la rue du Chapeau Rouge à Dijon. Je sais qu'elle existe, mais je sais pas où elle est. Dijon. Hop, je fais point d'exclamation Maps. Boum, ça me renvoie sur Google Maps et ça me met ici la petite épingle et hop, je sais où est la rue du Chapeau Rouge. Ah bah oui, c'est vrai. Elle est à côté du magasin de moutarde. J'avais oublié. Donc là, voilà. Vous avez vu, en un clin d'œil, j'ai pas besoin d'aller sur DuckDuckGo, de taper Google Maps, puis de chercher rue du Chapeau Rouge. Les bangs, c'est quelque chose que j'adore, c'est pour ça que j'utilise DuckDuckGo, pas du tout pour des raisons de vie privée. D'ailleurs, j'utilise très souvent Google Maps et d'autres outils Google. Je suis pas un anti-Google, loin de là, mais j'en abuse pas non plus. Donc ça, voilà, toutes ces problématiques font que... Bon, Linux Mint, je me dis que... Sur le court terme, c'est bien, hein, vous installez la Mint 20, vous n'avez pas de Chromium, donc c'est pas grave, vous faites avec, vous installez autre chose, vous définissez votre Google, et puis vous êtes tranquille. Bon, sauf que dans 2 ans, le bazar va recommencer, et qu'est-ce qui risque de se passer entre Mint 20 et 21 ? Je ne sais pas, parce que les snaps rentreront peut-être en puissance sur Ubuntu, et donc bon, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas trop. Alors, quelle alternative choisir ? Eh bien, la première alternative qui m'est venue à l'esprit, c'est la Linux Mint Debian Edition. Bah oui, parce que j'aime bien Linux Mint, vous le savez. Et donc, Linux Mint Debian Edition, elle s'installe, on a tous les outils de Linux Mint. Hop, donc là, je l'ai installé en machine virtuelle pour commencer un test sur le long terme. Donc là, j'ai installé la Mint Debian Edition 4. Donc j'attends avec impatience que la 5 sorte, quand il y aura une future version de Debian, pour voir un peu comment tout ça va se comporter et voir si ça va être plus simple ou pas que les mises à niveau de Mint sur Ubuntu. Donc là, je suis prêt pour le test et attendre que ça sorte. Cependant, on a certes une base peut-être de logiciels un peu plus anciens, puisqu'on a Debian là-dessous, et globalement, le système fonctionne bien.
Fonctionne bien, un peu atypique l'installation. Vous savez que je suis un fan de LVM, des volumes logiques LVM, parce qu'on peut partitionner son disque d'une certaine manière et puis agrandir ou réduire petit à petit les partitions. Enfin, c'est quand même beaucoup plus souple qu'une installation normale. En tout cas, moi, je fais que des installations LVM. Je laisse toujours de la place libre pour agrandir une partition le jour où j'en ai besoin. Et donc là, vous voyez, j'ai installé cette Linux Mint Debian Edition. Et ce que je voulais faire, c'était préparer mon volume logique LVM d'abord, à faire ma partition boot séparée, de faire mon volume root, de faire mon volume home, et voilà. Sauf que l'outil d'installation de Linux Mint Debian Edition, avant de le lancer, j'ai préparé mes volumes logiques et il les a pas détectés. Donc ça, c'est un petit point noir, bon, qui est assez spécifique. Mais bon, en soi, ici, vous voyez, j'ai commencé déjà à compléter la bibliothèque. Je voulais essayer de mettre un doc en bas qui se refait. Bon, il faut que je personnalise. C'est en cours de travaux ici. Mais la Linux Mint Debian Edition, elle fonctionne quand même pas mal du tout. Bon, ok, mais je me dis peut-être qu'il faut aller voir de l'autre côté de Linux Mint, donc autre chose qu'une distribution. Alors, si on va sur DistroWatch ici, je me dis, qu'est-ce que je peux utiliser plutôt que Linux Mint pour quelqu'un qui débute. Donc je reste toujours dans mon idée il faut que la mise à niveau se passe sans encombre. S'il y a des dépôts additionnels à mettre, bon, c'est pas très grave, on le fait qu'une fois. Il faut que ce soit simple à l'utilisation et il faut que les mises à jour, on ne les fasse pas à la main et que quand il y a une nouvelle version, si c'est pas une rolling release, quand il y a une nouvelle version, ce serait bien qu'on soit informé et qu'on ait une démarche graphique. Bon, alors on va prendre le classement de curiosité de DistroWatch, bon, qui vaut ce qui vaut, et puis on va faire les 30 premières distributions, et puis on va voir par quoi on pourrait remplacer. Alors la première, c'est MX Linux. Bon bah déjà, MX Linux, vous savez comme je l'adore pas du tout, puisqu'il n'est pas possible de migrer d'une version N à N+1, on peut pas faire de mise à niveau. La version 19, quand on a une version 18, ce n'était pas possible. Vous recherchez MX Linux, upgrade. Alors il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais il faut réinstaller le système, on garde le home et basta. Non, moi je veux pas de ça. Donc là, autant 19.1 vers 19.2, ça a l'air possible. Par contre, 18 vers 19, voilà, eh bien, c'est pas possible, il n'y a pas d'upgrade. Donc, il n'y a pas d'upgrade, ça, ok. Ça, c'est point noir, donc déjà, MX Linux, poubelle. Manjaro, c'est une rolling release, donc pour le coup, on n'a pas de mise à niveau. On l'installe une fois, super. Il y a beaucoup de logiciels. Bon, il y a le piège de AUR, mais il faut faire gaffe. Pourquoi pas, à la limite, pour utiliser son système, on met pas AUR, et puis comme ça, on est tranquille. On est sûr d'avoir un truc stable. Bon, Manjaro, pourquoi pas. Plus ça va, plus je me dis que c'est vraiment, ça peut être une alternative assez rigolote à Linux Mint, dans le sens où ça fonctionne bien. Il n'y a pas de mise à niveau, donc là, on exclut le problème. Et puis ça marche bien. Ça semble bien marcher. Le dernier gros couac date de 2017, là où certaines personnes pouvaient ne pas pouvoir redémarrer son système. Suivant Manjaro du coin de l'œil, vous savez, j'ai toujours ma machine virtuelle Manjaro qui est ici, que j'avais installée à l'époque avec l'environnement maté. Bon, eh bien, elle fonctionne toujours et j'ai pas eu de gros soucis majeurs. Bon, le seul inconvénient de Manjaro, c'est que c'est une rolling release et pour le coup, il faut être sûr que l'utilisateur fasse ses mises à jour assez régulièrement, il allume son système assez régulièrement. Si vous êtes 3, 4, 5 mois sans faire de mise à jour et puis qu'au bout de 5 mois vous la lancez, je garantis quand même pas qu'il y a zéro casse. Bon. Mais Manjaro pourrait être une candidate assez intéressante, surtout que la version par défaut c'est XFCE, donc c'est pas mal en soi. Mint, on a vu ce que c'était. Ubuntu, bon, il n'y aurait pas ces snaps qui viennent parasiter le projet, et donc avoir le risque d'installer une application moins performante sur des machines qui ne sont pas des bêtes de course. Ubuntu, je pense, serait une bonne alternative, parce que
On a quand même l'assistant de mise à niveau, on a vraiment plein de trucs qui fonctionnent bien, on a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de logiciels qui sont disponibles en tant que deb, et ça c'est sympa. Donc beaucoup de matériel supporté, Ubuntu c'est vraiment cool, voilà, il y a juste cette histoire de Snap là qui font que c'est un peu imposé et c'est dommage, et on a des applications potentiellement pas très bonnes. Debian, c'est Debian ça fonctionne bien. Alors, certains diront que les logiciels sont un peu anciens. Bon, en soi, ça c'est pas un argument valable, puisque nous on le voit bien dans notre groupe d'utilisateurs de logiciels libres. Les gens ils s'en fichent de quelle version de LibreOffice ils ont, de quelle version du noyau ils ont. Ils appuient sur le bouton, ça marche, ils peuvent lancer Firefox, ils peuvent lire des vidéos, ils peuvent éditer leurs trucs, ils peuvent ouvrir leur PowerPoint. Oui, je dis des PowerPoint et pas des LibreOffice Impress ou des présentations. Non, ils ouvrent leur PowerPoint et ça marche. Donc peu importe, Debian, pourquoi pas. Bien sûr, Debian stable, hein, pas Debian seed. Cependant, le problème de Debian, c'est que il n'y a pas d'alerte sur le fait qu'il y ait une mise à niveau possible. Ça veut dire que vous utilisez une Debian 9, ben vous l'installez, et quand la 10 elle sort, ben on vous dit pas « Hey, il y a une mise à niveau vers Debian 10, et puis s'il faut le faire, faut modifier à la main des dépôts. » Bon, c'est pas très pratique, c'est pas très pratique. Cependant, on peut modifier à la main les dépôts, puis après faire la mise à jour en graphique sans problème. En plus, avec GNOME logiciel, c'est sympa. Après, si on utilise un autre environnement de bureau, XFCE ou KDE, bon, on n'a pas forcément d'outils graphiques plus évolués que Synaptic, qui est un peu austère. Ça, c'est un peu rebutant quand même sur Debian. Pour le coup, GNOME logiciel est assez sympa. Mais bon, GNOME, c'est assez différent comme interface. Finalement, je vais peut-être me limiter à un top 15 des distributions plutôt que le top 20 ici, parce que ça va être trop long sinon. Elementary. Alors, Elementary, je me rappelle même plus ce que c'est. Ah ouais, donc c'est une distribution un peu à la Mac. Bon, je la connais pas plus que ça. C'est basé sur Debian ou Ubuntu. Bon, je sais pas trop. Bon, je n'ai pas assez de recul pour connaître Elementary, je ne sais pas comment se passent les mises à niveau d'une version vers l'autre, donc je ne commente pas ça. Solus, je connais pas non plus que ça, je crois que c'est Rolling Release. On va regarder vite fait. Donc ok, ça utilise, donc c'est indépendant, c'est basé sur un gestionnaire de paquets différent. Hein, donc bon, je connais pas trop, donc je vais pas m'avancer sur Solus non plus. Mais qui dit gestionnaire de paquets différent dit qu'on peut pas forcément avoir un logiciel en deb. Si le logiciel il n'est pas dans les dépôts, comment on fait? Bon, on peut pas récupérer un deb, on peut pas récupérer. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Là, je m'avance pas plus puisque je ne connais pas spécialement Solus. Fedora, excellente distribution, vous savez que je l'adore. Donc Fedora serait une bonne candidate, mais à une seule condition. Donc là, je rappelle que l'histoire du dépôt RPM Fusion, c'est la même chose que changer le moteur de recherche sur Mint. On le fait une fois et c'est tout. Problème de Fedora, c'est que Fedora, c'est GNOME ou rien. Ça veut dire que les mises à niveau, on peut les faire en graphique avec GNOME logiciel. Par contre, GNOME est un peu déroutant. Et donc, si on veut utiliser XFCE ou, je sais pas moi, XFCE ou Mate, bref, un environnement de bureau un peu plus traditionnel, moins chamboule l'habitude que GNOME, eh bien, la mise à jour, faut se la faire en ligne de commande. Donc Fedora, c'est bien, mais c'est GNOME ou rien. Voilà. PopOS, PopOS, c'est une base Ubuntu, c'est du GNOME. Bon, ok, c'est pareil, hein, on a GNOME. Donc, vous voyez, Linux Mint était bien avec Cinnamon parce qu'on a une interface très proche de ce qu'on retrouve sous Windows, un truc assez classique. Donc là, bon, c'est du GNOME, bon, c'est basé sur Ubuntu, donc autant prendre Ubuntu. C'est pareil. Donc là, je dis les mêmes choses que Ubuntu, sauf que PopOS a Chromium version deb de E, mais bon, voilà. PopOS, bon, autant prendre Ubuntu, j'aime pas trop les distributions qui sont basées sur. Hein. Là, on a quand même pas mal de choses. Mint est un peu l'exception. Zorin, Zorin, c'est basé sur Ubuntu, ok, très bien, on a une interface à la Windows,
ok. Après, comment se passent les mises à niveau? J'ai pas de recul, je ne dis rien. KDE Néon, KDE Néon, c'est ceux qui aiment l'environnement de bureau KDE, très bien. Donc on a un environnement de bureau qui est beaucoup plus à jour que les autres distributions. Là, dès qu'il y a une mise à jour de KDE, on l'a. Mais derrière, c'est encore aujourd'hui une base Ubuntu 18.04. Donc pareil, j'ai une KDE Néon qui est ici, sur la distribution KDE. Pour le moment, ce n'est toujours pas possible de faire la mise à niveau de la base Ubuntu 18.04 vers 20.04. Donc, j'ai pas de recul pour la mise à niveau, mais je vous ferai une vidéo dès qu'il y aura une procédure de mise à niveau qui va arriver. Hein, ça fait un petit moment que c'est installé. Donc pareil, cette distribution, elle est prête pour une mise à niveau. Et j'attends que ce soit dispo pour faire un retour d'expérience. Deepin, ça change un peu trop les habitudes. L'environnement de bureau est sympa, c'est joli, très bien. Par contre, la possibilité de mettre à niveau, je me rappelle plus comment ça se passe. Donc là, c'est vrai que dès qu'on part dans des trucs qui sont un peu moins connus, je suis moins fan. Hein. Antix, Antix, inconnu pour moi, donc je ne mets aucun avis. OpenSUSE, voilà, j'ai donné mon avis sur OpenSUSE. À mon avis, la version Rolling Release, ouais. La version stable, on n'a pas de notification comme quoi il y a une mise à niveau, donc il faut bidouiller les dépôts, et c'est ce que je vous ai fait dans la précédente vidéo, là, qui parlait de OpenSUSE, là, mise à niveau. Donc on a vu que ça fonctionnait, hein, pas de problème, tout marche bien à la fin, mais il faut faire ça à la main, modifier les dépôts à la main, donc non. Ils ont une version Rolling Release, après, ce que j'aime pas trop donc du coup, la version Rolling Release d'OpenSUSE, c'est top. C'est top parce que on n'a pas de mise à niveau à faire. Cependant, vous savez que j'aime pas trop les outils YAST, je les trouve un peu pas très ergonomiques, assez lents, je trouve pas ça user-friendly, c'est pas très... ça donne pas envie d'utiliser son système. Pourtant ça fait un peu pas notre config de Windows, où on a tout dedans, mais si on utilise KDE, ça fait doublon avec le centre de KDE, et après, j'accroche jamais avec OpenSUSE, donc ça va être difficile pour moi de conseiller OpenSUSE. Et donc pour terminer, on a Arch Linux. Arch Linux, ça s'installe en ligne de commande, même si on a des logiciels graphiques pour gérer sa Logitech. Non. Arch Linux, non. Pour quelqu'un qui veut arriver dans l'informatique, au pire, on part sur Manjaro. Donc là, on va s'arrêter au 15, là, parce que ça fait déjà 27 minutes que je cause. Donc vous voyez un peu ce que je reproche à Linux Mint, et que finalement, quand on regarde rapidement les alternatives qui pourraient remplir ce cahier des charges de facile à utiliser, quand même des logiciels, si on veut des logiciels exotiques qui puissent s'installer quand même, et puis que si on a une mise à niveau à faire, que ça se fasse en graphique et sans prise de tête, et bien sous le top 15, moi je retiens au final les distributions que j'avais mis dans le top 5, c'est-à-dire Fedora. Donc Fedora, oui, si c'est GNOME, non pour le reste. Je retiens Ubuntu, même si on a des snaps, voilà, si c'est sur une vieille machine, voilà, j'ai encore un peu mon avis tranché, mais dans l'idée, Ubuntu est pas mal. Debian, c'est pareil, Debian c'est GNOME ou rien, parce qu'on va avoir un truc sympa avec GNOME logiciel. Et sinon, on a Ubuntu, Manjaro, pardon. Mais c'est vrai que dans l'idée, dans les alternatives qu'il pourrait y avoir à Mint, grosso modo, j'en retiens que deux, c'est Manjaro et Fedora. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont avec Linux Mint sur le podium de mon top 5 des distributions Linux. Parce que voilà, je pense que ce sont deux alternatives sérieuses à Linux Mint. Et voilà. Mais vous... Pour conclure quand même, parce que là ça fait beaucoup, on va s'arrêter à 30 minutes de vidéo, mais vous, si vous avez eu le courage de m'écouter jusqu'au bout, d'écouter mes argumentations, mon avis, mes différentes optiques, si vous deviez conseiller une distribution Linux avec les critères que j'ai donnés, et pour quelqu'un qui débute, vous prendriez quoi Qu'est-ce que vous prendriez comme distribution Linux? Est-ce que oui, la LMDE pourrait être prometteuse? Bon, LMDE, on attend quand même la LMDE 5 pour voir comment se passe la mise à niveau.
dans l'affaire. Parce que si c'est le même bins, enfin voilà, c'est pas trop la peine, quoi. Parce qu'encore, il y aurait juste un mint upgrade et hop, on passe, ça va. Mais là, il y a des tas de machins à faire, les dépôts ils sautent. Quand vous mettez à jour une Fedora, vous avez le dépôt Vivaldi, vous avez le dépôt Intel d'une application installée, vous avez des dépôts additionnels, ils sont automatiquement réutilisables plus tard. Hein. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est pas le même bins que Linux Mint, il faut remettre les dépôts qu'on avait mis avant. Donc voilà, après, quel est votre avis? Eh bien, n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo. J'attends ça avec grande impatience et je vais vous mettre en publication cette vidéo pour mercredi 15 juillet au matin. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Au plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!